le mouvement, je pense que Promis s'inscrit dans cette tradition-là, qui était plus une tradition religieuse, de soutien aux personnes, mais c'était de soutenir, d'apporter des réponses à la situation des personnes réfugiées, des personnes immigrantes qui étaient en situation de souffrance. On était pour les aider. Donc, et ça mettait de l'avant à la fois une possibilité de réponse à ces personnes-là, mais éventuellement de mettre de l'avant ces problèmes-là qui pouvaient être cachés. Donc, les associations, c'est des espaces de liberté, mais c'est aussi des espaces pour reconnaître des problèmes et les rendre publics, visibles, afin d'avoir des réponses à ces problèmes-là. Ce qui nous amène au troisième élément, c'est donc à partir des deux premiers, c'est des espaces permettant l'émergence, la revendication de droits. Donc, on met de l'avant, le mouvement des femmes est un bel exemple là-dessus. Sans mouvement des femmes, on serait venu aller, mais on n'aurait pas eu la même. Hein? Elles ont dénoncé, elles ont mis de l'avant, elles ont dit il faut des réponses, c'est inacceptable, et ça a fini par faire en sorte que des choses ont changé. Il faut juste à se rappeler qu'au début des années 70, les femmes ne pouvaient pas être jury au Québec. Ça fait pas si longtemps, là. Plusieurs d'entre nous, on était nés. On ne pouvait pas être juré à la cour parce qu'on n'était pas tout à fait des personnes. Hein? Bon. Donc, c'est à partir de revendications, de pressions qui se sont vécues dans des associations. Un coup que les droits existent, ça ne veut pas dire qu'ils sont facilement exercés. J'ai des problèmes de discrimination dans le logement. C'est difficile, personne, toute seule, de dire à un propriétaire « vous me discriminez ». Ça prend du courage pour dire « je vais contester cette situation-là ». Donc, c'est avéré que les groupes communautaires sont aussi des espaces permettant l'exercice de ces droits-là parce qu'ils regroupent des difficultés individuelles et ils font en sorte que collectivement, soit qu'on supporte les individus dans leur démarche personnelle ou qu'ensemble, on va dénoncer des situations. Bon, je pense dans le quartier ici, des problèmes d'insalubrité de logement et tout ça. Donc, ça a été les groupes qui, ensemble, ont dénoncé des situations inacceptables qui mettent en péril, par exemple, le droit au logement. Un individu tout seul a beaucoup de difficultés à faire ça. Ensemble, on est plus fort et ça permet des changements. Donc, et ça permet de passer des droits des droits qui existent sur papier à des droits qui s'exercent de fait. D'ailleurs, ça fait toute une polémique avec je ne rentrerai pas dans mes affaires. La responsable du dossier de la condition féminine au Conseil du statut de la femme qui a eu de la difficulté avec ces nuances-là la semaine passée. Et la dernière chose qui est essentielle, c'est qu'on s'inscrit dans une tradition où les groupes sont des lieux d'apprentissage. Donc, on est là pour apprendre. Je dirais notamment à prendre la parole, à dire, à analyser ensemble et à agir. Et ces apprentissages-là, on est aussi un lieu d'exercice de ces apprentissages-là. Donc, un lieu d'apprentissage, mais aussi d'exercice des apprentissages réalisés. Donc, on apprend d'une certaine façon les pratiques démocratiques et on essaie dans nos organisations de laisser des espaces pour faire en sorte que les personnes participent, s'engagent, soient acteurs. Donc, à ce titre-là, ils apprennent et ils agissent. Donc, c'est la tradition de nos organisations. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je suis assez claire? Oui. Bon, on va oublier ça. Donc, fort de cette tradition-là, et ça ne s'est pas fait là, juste dans les années 60. Le droit d'association, c'est début du 20e siècle. La question de mettre en évidence les situations problématiques, les communautés religieuses et plein de groupes l'ont fait dans les années 40 et dans les années 50. Mais tout ça, ça converge vers les années 60 qui sont
on dirait les groupes communautaires modernes comme on les connaît maintenant. Pourquoi on dit 1960? La séparation de l'État et l'Église. Oui, il y a de l'idée. Oui, voilà, qui amène ça. Oui, donc c'est le moment d'une modernisation de la société québécoise, la création de l'État. Bon. Et pendant toute cette période de grande modernisation, on fait des autoroutes, on fait le métro, on déplace des populations. Et il y a des gens qui sont un peu ébranlés par tous ces changements-là, notamment des personnes déplacées. Hein? On rase des quartiers au complet. Donc, il y a des regroupements et c'est l'émergence des comités de citoyens, des cliniques communautaires qui sont devenues les CLSC. Donc, une série les ACEF, les associations coopératives d'éducation familiale, qui s'occupent notamment de l'endettement qui vient avec la société de consommation. Donc, l'ensemble de ces groupes-là qui se créent à partir de situations concrètes des personnes, soit déplacées, problèmes d'endettement, problèmes de santé, font en sorte que dans leurs revendications, à ce moment-là, dans les années 60, on est beaucoup on revendique que ces services-là qu'on développe, par ailleurs, sur une base volontaire, associative, soient intégrés dans les services publics. On est dans une logique, l'État se développe, les initiatives, on pousse pour transformer et faire en sorte que l'État prenne en charge. Et à cette époque-là, ce qui était important, c'était l'universalité et l'accessibilité. D'où l'importance de faire en sorte que ça soit pris par l'État. Création des CLSC, l'Office de protection du consommateur, une série d'éléments, loi qui permet la création de la régie du logement, qui empêche les évictions et tout ça. Donc, tout ce travail-là était dans une direction, on expérimente et on essaie après que ça change les structures, les institutions et que ça devienne intégré dans l'État. Ça, on est dans les années 60. Arrivent les années 70. Qu'est-ce qui se passe? Politiquement? Pardon? À niveau politique? Oui, entre autres. Mais années 70, 10, l'élection du Parti québécois, il y a tout un contexte de révolte au niveau international. Il y a mai 68 et tout ça qui vient avec. Donc, les mouvements des droits sociaux aux États-Unis, mai 68. Et au Québec, bon, on est un petit peu en retard, mais il y a quand même une forme de radicalisation et d'une certaine façon de volonté de monter qui questionne. En fait, il y a des particularités qui naissent. Dans le grand tout, il y a du monde qui questionne. On voit arriver les groupes de femmes. On dit, oui, c'est bien beau votre affaire, mais nous, les femmes, les groupes de jeunes, oui, c'est bien beau votre affaire, mais nous, les jeunes, on a besoin d'espace à nous. C'est le démarrage des maisons de jeunes, des cafés. Donc, il y a une volonté qui vient de la part des personnes elles-mêmes à se dire, on a besoin d'outils propres à nos réalités singulières, particulières. Donc, cette émergence-là, ça crée des organismes qui, sur une base un peu spontanée, ce qui est assez... Moi, je suis tellement vieille que j'étais là. J'étais plus dans le mouvement jeunesse à cette époque-là. J'étais au démarrage des maisons de jeunes. Et on s'est rendu compte que 7-8 initiatives avaient poussé quasiment sans savoir que les autres existaient. Une à Rimouski, une à Boucherville, une à Montréal, et sans que les gens se connaissent à Québec. Et finalement,
on s'est créé un regroupement, mais avec des initiatives qui avaient déjà parti des communautés qui disaient il faut quelque chose pour que les jeunes se regroupent, puissent faire des activités, être proposeurs d'activités pour eux autres. Et c'est la même chose, jeunesse, femmes, les premiers regroupements de personnes âgées, hein, la FADOC, les AQDR et tout ça. C'est cette grande période-là, c'est les années 70, on veut des choses particulières. Et pour que cette particularité-là existe, se maintienne, il faut que ça soit en dehors du rapport à l'État. On n'est plus dans... Il y a comme une rupture, là. On était dans les années 70, on propose, mais on veut que ça soit inclus dans les services publics. Maintenant, on est dans... On veut faire les choses à notre façon et on a besoin de ressources. Donc, c'est les premières revendications pour être soutenu financièrement, pour faire en sorte qu'il y ait de l'argent propre aux groupes communautaires. Bon, évidemment, là, je fais un portrait, mettons, à grands traits, là, parce que moi, je parle toujours trop, puis je veux qu'on puisse avoir du temps ensemble. Si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, il y a un petit outil sur le net. Il y a un wiki, Action communautaire autonome, de wiki ACA, qui dresse l'histoire. Bon, tout le monde peut s'ostiner, hein, on le sait, l'histoire, c'est jamais neutre. Mais en fait, dans les grandes traces, on est dans ces éléments. Les mauvaises langues vous diraient qu'en même temps qu'il y a cette émergence des particularités, c'est aussi une grave crise économique. Hein? C'est la crise du pétrole, et peut-être un questionnement, y compris des élus, à se dire « Oh, que ça tombe bien, la volonté de faire des affaires autonomes, peut-être que ça va nous coûter moins cher que si on les intégrait dans le réseau. » C'est possible. Donc, il y a deux intérêts qui se rejoignent en même temps. Une volonté d'autonomie et d'organisation qui soit propre à des réalités singulières et en même temps que ça permette à l'État de développer des services, des éléments disponibles pour la population sans y mettre les ressources qui mettrait pas mal plus si c'était inclus dans le travail des CLSC, par exemple. Oui. Mais il y a quelques auteurs qui disent que c'est la prise de conscience aussi écologique à ce moment-là. Absolument. Par exemple, on lit les livres comme Serge Mongeau, La simplicité volontaire, qui c'est une autre approche de vie, plus autonome, plus terre à terre, small is beautiful, etc. Mais ça va ça arrive en même temps, oui, tout à fait. Mais il y avait aussi, je pense, au CLSC Centre-Sud que je connais mieux, où il y avait un programme jeunesse qui a été finalement sorti du CLSC pour devenir le projet 80, quelque chose d'un organisme communautaire, jeunesse. Et c'est sûr que les employés n'étaient pas syndiqués, les employés n'avaient pas de fonds de pension. Non, mais je pense que ça... Et vous avez raison de souligner Mongeau et d'autres, il y avait une réelle volonté d'avoir des éléments propres à un questionnement de tout à l'État, un questionnement des modèles mur à mur, en se disant on veut avoir des choses qui sont plus collées à la réalité de certains groupes de personnes, tout à fait. Donc, mais ce que je veux juste souligner, c'est que les deux ont fait jonction, et ça a donné un grand développement dans les années 70, mais surtout dans les années 80, de l'action communautaire, qu'on a appelée autonome. Dans les années 80, c'est la deuxième grosse crise économique. Et à la faveur de chacune des crises économiques, il y a eu un développement important des groupes communautaires. Ça répond à des besoins auxquels l'État ne veut plus répondre. En même temps, à cette période-là, il y avait une volonté réelle des groupes et des revendications, de se mettre en position de demande et de dire on est particulier, on veut de l'argent et ce qu'on fait vaut cet argent-là. Et on a passé, et ça va juste, je dirais, ça culmine au moment de la politique. Là, je fais une affaire assez courte, là, je suis désolée, mais juste voir si dans mes notes, il y avait
L'année 1996, c'est une date. 16? Oui, Oui. c'est une date très importante aussi. Pourquoi? Mais parce que c'est le préalable à l'aboutissement de la politique d'action communautaire autonome l'année 2001. Oui. En fait, début de l'année 80, il y a un élément, je pense, qui est important avant d'arriver dans les années 90. Crise économique, développement de groupes communautaires, mais une question devient centrale pour ces groupes-là. On les amène à développer des partenariats. Donc, c'est l'ère des partenariats, notamment en développement économique communautaire, c'est la création des CEDEC, entre autres le réseau dans le sud-ouest de Montréal qui a été un modèle qui après s'est répandu dans d'autres quartiers. Mais on est dans l'idée que le partenariat va être une façon de sortir des difficultés économiques dans lesquelles on est et vont réussir à proposer des alternatives qui vont être plus productives. Dans les groupes communautaires, ça a créé beaucoup de débats, cette question du partenariat. Paternariat, je me souviens de Jean Panet-Raymond qui avait écrit un texte sur cette question-là, qui était, donc, dans quelles conditions du partenariat peut être productif, dans quelles conditions du partenariat est piégeant et tout ça. Et ça, c'est des années 80. En 2017, est-ce qu'on se pose la question des partenariats? Ils sont là. On y va. Ils se sont multipliés. On regroupe des regroupements de partenariats. Bon, tu sais, ça a comme rentré dans les années 80. Je me souviens d'avoir Nouvelles pratiques sociales, qui est une revue sur les nouvelles pratiques sociales. Il y a eu 3 numéros sur le partenariat, un des années 80, un des années 90 et un des années 2000. Et on voit la progression du rapport au partenariat. C'est fascinant. Très questionnement. On parlait de partenariat conflictuel dans les années 80. Arrive maintenant où, là, on y va ou on y va pas, mais de façon générale, il n'y a plus personne qui questionne ça profondément. On est dedans. Donc ça aussi, ça change la donne. Hein? Quand on est un groupe, on est autonome, mais une organisation comme Centraide, par exemple, qui est un organisme important à Montréal pour le financement des groupes, va allouer des points dans son évaluation sur vous êtes partenaire ou vous n'êtes pas partenaire et jusqu'à quel point vous êtes un acteur dans les partenariats locaux. Donc, ce n'est plus neutre le partenariat. À cette époque-là, on pouvait le critiquer. Maintenant, c'est un peu un partenariat obligatoire. J'ai une question. Oui. Parce que oui, c'est très intéressant. Est-ce qu'on n'est pas victime de notre succès? Je m'explique. Parce que si on regarde les années fin 70-80, il y a une tendance, c'est la naissance des conseils communautaires, beaucoup de groupes de différents services, besoin d'être ensemble pour être plus fort, la lutte revendicatrice, etc. Puis un échange de services aussi, hein, entre la société. Oui, et c'est riche, là, c'est ça. Absolument. Puis, c'est la naissance même de cette notion de que, bon, c'est bien travaillé, mais il faut avoir la vie belle. La naissance de groupes communautaires, de loisirs, comme les centres communautaires Côte-des-Neiges, un peu partout, où les gens s'intègrent aussi à ces notions-là. Mais avec le temps, est-ce que c'est pas, quand je dis on est victime de notre succès, quand on a les financements et toute la question de devenir autonome, est-ce que c'est pas logique à quelque part, je ne le justifie pas, de devenir plus autonome, même pour rapport pas à l'État, sinon qu'il y a nos propres confrères. Moi, je vais vous dire, gardons cette question-là, on va y revenir après, parce que c'est l'enjeu de notre discussion. Oui, Delphino? Je veux juste savoir, c'est comme si faire mention que pendant cette période-là, 80-90, c'est toute la dichotomie aussi des groupes revendicateurs, qui étaient issus des années 70, versus la nouvelle tendance des groupes de services. Absolument. Qui se sentent maintenant plus appelés même à rentrer dans des partenariats. Alors, je commence à voir maintenant une sorte de deux tracks qui se développent. Oui. En fait, les 2 tracks, je ne suis pas rentrée là-dedans parce que, excusez, je vais essayer. C'était déjà présent dans les années 70. Une partie vont dire les groupes populaires en opposition avec les groupes communautaires. Populaires étant plus revendicateurs,
et les groupes communautaires étant plus associés à une communauté, donc un peu plus appelés éventuellement à desservir la communauté. C'est quasiment un choix éditorial de ma part, parce que pour moi, il n'y a pas d'opposition, au contraire. Je pense qu'il y a la force de la capacité de mobilisation est aussi quand tu fais communauté, tu es capable de te retrouver. Et le mouvement des femmes est un bel exemple de ça, qui n'a jamais mis en opposition service et revendication. Mais c'est vrai que dans certains milieux et dans certains secteurs de l'action communautaire, ça a été très coupé, ça. Et il y a eu des tensions importantes, tu as tout à fait raison de le mentionner. Arrivent les années 90, je suis obligée de faire, je vous rappelle, le wiki ACA, là, il y a plein de détails, c'est super bien fait. Les années 90, arrive effectivement cette montée. Il y a eu dans les autres périodes la création de regroupements, création de liens de communication avec le gouvernement sur des questions qui des fois ouvrent la porte, d'autres non. J'ai toujours pensé que pour faire avancer un dossier, il faut avoir une espèce de logique, une pression du monde qui développe une volonté politique de soutenir, éventuellement des données et des réponses. Quand ça vaut la peine d'investir, on investit. On a 2, 3, là je vais un peu carré, je m'excuse, je ne suis pas très subtile, mais il y a 2, 3 assassinats un conjoint qui assassine sa conjointe, par exemple, mais ça aide à développer de la sensibilisation du côté des politiciens à dire qu'il faudrait apporter une réponse en violence conjugale, par exemple. Ils n'ont pas pensé tout seul, c'est parce qu'à un moment donné, tu as une pression. Comme quand il y avait eu des services de garde se sont développés lorsqu'on s'est rendu compte et que Lise Payette est arrivée avec une clé en disant les enfants, en finissant l'école, s'en vont, ils sont tout seuls avec une clé pour rentrer chez eux. Bien là, ça a fait une espèce d'image forte. Et là, c'est développé les services de garde en milieu scolaire. Donc, tu sais, il y a une image des situations qui créent une volonté politique pour faire en sorte qu'il y ait des changements. Donc là-dessus, on commence. Là. Les groupes de femmes, les personnes âgées, les années internationales ont beaucoup poussé cette question-là. 1985, l'année internationale de la jeunesse. Il y a eu des pressions là-dedans. On a poussé pour répondre le démarrage tout doucement des carrefours jeunesse emploi. Il y a eu en Outaouais. Donc, toutes sortes de mobilisations et de réponses aux situations concrètes qui culminent dans les années 90. Donc, quand je parle des années 90, on a des groupes locaux, on a des regroupements qui représentent ces groupes locaux-là, et on a de plus en plus des regroupements de regroupements qui permettent une mobilisation plus large et des rapports à l'État plus revendicateurs avec des porte-paroles qui amènent des dossiers et en même temps, particulièrement en santé et services sociaux. Et ce n'est pas un petit secteur dans l'action communautaire. Dans les groupes communautaires, on évalue à peu près à 80% des groupes communautaires sont des groupes santé et services sociaux. Pourquoi? C'est quoi la question? Pourquoi 80% de l'action communautaire est constituée de groupes en santé et services sociaux? Une désinstitutionnalisation. Dans certains secteurs, une désinstitutionnalisation. Dans d'autres secteurs, l'émergence de problèmes sociaux a été pris par les groupes communautaires, ce qui a permis à l'État de ne pas s'en mêler. Pensons à la question du sida, par exemple, du VIH, beaucoup de toxicomanie, bien qu'il y ait du traitement, mais il y a beaucoup de groupes autonomes. Donc, on voit qu'à certains moments, la prise en charge par des groupes communautaires, ça fait l'affaire et pendant ce temps-là, l'État ne s'en mêle pas. Il y a un facteur aussi que je considère important, c'est la décentralisation de la ville. La naissance de quartiers très forts avec des services autonomes, banques, écoles, etc. Des petits villages à l'intérieur de la grande ville. Les gens ne vont plus acheter chez Eaton, au centre-ville, parce qu'ils sont dans le quartier, peut-être un centre d'achat. Et alors tout ça, ça fait de la sorte qu'il y a une relocalisation des services.
Décentralisation. Vous avez raison, ça pointe dans les années 90 et ça prend beaucoup d'essor dans les années 2000 et on n'a rien vu encore dans la décentralisation vers les municipalités et vers les arrondissements pour Montréal. Il y a une volonté de déplacement du provincial, on l'a vu. Avant, c'était le national. Quand je dis national, là, c'est Québec. Juste pour qu'on s'entende. Santé, services sociaux, il y avait un ministère, il était à Québec. Après, ça s'est en allé au niveau des régions. Le travail était local, mais le financement était au national. Après, ça a descendu aux régions. C'était les régies régionales. La loi de la santé et des services sociaux. Première reconnaissance des groupes communautaires dans cette loi-là, début des années 90. Mais on le voyait comme prestataire de services et pas comme groupe autonome qui était proche. Donc, il y a eu beaucoup cette tension-là. Santé, services sociaux développe beaucoup de groupes parce que ça répond à des besoins. L'État considère que c'est intéressant parce que ça coûte moins cher et souvent ça donne de meilleurs services et ça rejoint surtout des populations que les autres sont pas capables de rejoindre. Donc là-dessus, en même temps, ils en ont besoin, ça donne un pouvoir pour revendiquer plus d'argent. Puis effectivement, on s'aperçoit qu'il y a plus d'argent qui va dans les groupes communautaires pendant cette période-là. Parallèlement à ça, on critique cette instrumentalisation des groupes et on dit « wow, wow, wow ». On est intéressant, on est capable de rejoindre les populations que vous autres ne vous rejoignez pas. On peut continuer à être à l'avant-garde comme groupe communautaire parce qu'on est autonome. Et donc, parallèlement à ça, se crée une mobilisation des groupes autour de la revendication de l'autonomie et d'un financement pour que ça puisse se faire.